Je vais vous parler aujourd'hui des méthodes classiques pour l'identification. Donc l'identification, quel est le but? Le but de l'identification, c'est d'associer un modèle mathématique à un procédé. Ce procédé, on n'en connaît pas les équations différentielles et sa fonction de transfert. Pourquoi faire ceci? C'est pour nous aider à dégrossir les paramètres de réglage de notre régulateur PID. Donc deux types d'identification, soit l'identification en boucle ouverte lorsque j'ai des procédés stables, soit une identification en boucle fermée lorsque j'ai des procédés de type instable. Si j'ai des systèmes du premier ordre et du deuxième ordre, donc pour un système du premier ordre, je vais déterminer le gain K, la constante de temps tau, T ou L selon les notations. Ensuite, pour un deuxième ordre, je vais déterminer le gain K, le facteur d'amortissement et la pulsation zeta, le facteur d'amortissement zeta et la pulsation propre oméga n. Lorsque j'ai un premier ordre, donc ma fonction de transfert est constituée de deux termes, vous voyez, K que divise 1 plus St, donc K qui est le gain, T qui est la constante de temps. Donc T, je vais le déterminer à 63% de la valeur finale de ma sortie, ou en fonction du temps de réponse qui est défini à 5%, TR qui est égal à 3 taux, comme faire chapitre 3. K, c'est le gain statique. Bon, pour déterminer le gain statique, c'est simple, on fait variation de la sortie sur variation de l'entrée. Donc j'ai mis les deux types de notation qu'on peut retrouver. Donc je fais maintenant la réponse en échelon donc, unitaire. Je regarde ici mon process. Voilà, il apparaît ici. Donc je vais maintenant voir comment on va procéder. Donc j'ai bien mon échelon. Je vais déterminer le gain K. K, c'est variation de la sortie. Donc je pars de 0, je vois que je m'arrête à 4. Donc 4 moins 0, ça fait 4. Variation de l'entrée, 0 à 1. Donc 4 qui divise 1, 4. Je regarde le temps de réponse à 95%. Donc vous voyez que le temps de réponse ici, il est de 9 secondes. Je divise par 3. Ou alors, je prends la valeur finale, 0,63. K, donc 0,63 fois mon 4, et j'en déduis donc ma constante de temps de 3 secondes. Ceci me conduit à ma fonction de transfert, 4 que divise 1 plus 3s. Ceci concerne un premier ordre. Voyons maintenant pour un deuxième ordre, lorsque le facteur d'amortissement est supérieur à 0,7. Et quelle est la réponse en échelon de type unitaire? Donc si j'ai un facteur d'amortissement supérieur à 0,7, je vais pouvoir décomposer mon premier ordre comme le produit de deux fonctions de transfert du premier ordre. Ceci est vrai si T1 est plus petit que T2. Donc la méthode va reposer sur le tracé de la tangente au point d'inflexion, c'est quand la courbe s'inverse. On va déterminer la constante de temps T1, qui va être le point d'intersection de la tangente avec l'axe des temps. Et ensuite, on va déterminer la constante de temps T2 comme si on avait un premier ordre. Et le gain, donc ça ne change pas, c'est toujours variation de la sortie sur variation de l'entrée. Voyons à présent notre système. Donc on a dit tout à l'heure que le gain K, c'est variation de la sortie. Je vois que je vais de 0 à 8, donc 8. Variation de l'entrée, c'est un échelon unitaire. 0 à 1, donc 1. 8 que divise 1, 8. T2, je trace la tangente au point d'inflexion qui est ici. Vous voyez que le système, il monte comme ça, puis s'inverse. C'est bien ici, donc j'ai mon point d'inflexion. J'ai donc ici T1, qui vaut 2 secondes. Donc après, je me mets comme sur un premier ordre, j'ai T1 plus T2, qui vaut 12 secondes. Je retranche 2, ça fait 10 secondes. Et j'obtiens ma fonction de transfert. Petite remarque quand même qui est importante. Quelle est la différence entre un premier ordre et un deuxième ordre? Vous voyez que le deuxième ordre ici, il tangente. Donc quand vous avez un relevé, il faut déjà voir si votre système répond comme un premier ordre, un deuxième ordre, voire un ordre plus élevé. Le facteur d'auto-amortissement, s'il est inférieur à 0,7, j'aurai une réponse pseudo-oscillatoire, avec un dépassement ici, et puis je vais finir par me stabiliser. Donc je ne suis pas instable, hein. Attention. C'est une réponse pseudo-oscillatoire. Donc méthode, c'est simple, je vais déterminer la valeur en régime permanent pour déduire le gain, comme précédemment. Cette fois-ci, il faudra que je détermine le dépassement D1 ou overshoot, donc nos TM par les anglo-saxons. Ensuite, vous voyez que quand j'ai D1 ici, je vais faire Y du temps de premier pic moins Y de l'infini, donc régime permanent c'est Y de l'infini. Deux dépassements,
Je rappelle donc la formule qu'on avait établie au chapitre 3. J'ai ici l'expression de D1. Je vais en déduire le facteur d'amortissement. Donc pour ce faire, c'est assez simple, hein. Il suffit ici, vous voyez que vous avez exponentielle de x, hein, et il suffit de faire ln exponentielle de x égale x, et vous pouvez en déduire comme ça facilement le facteur d'amortissement. Je vais déterminer la pseudo-période d'oscillation TP, qui est T3 moins T1, T1 étant le temps de premier pic, et j'en déduirai la pulsation propre. Alors revenons à notre exemple ici, voilà. Donc pour calculer K, je vois que la valeur finale c'est 0,938 moins la valeur initiale qui était de 0, donc ça fait 0,938 que divise 1, je suis échelon unitaire, donc je le gagne. D1, ici vous voyez c'est 53,3%, donc ça fait 0,53. Je connais D1, donc je peux en déduire le facteur d'amortissement par l'expression précédente, qui vaut 0,2. Ici, je mesure TP, j'ai le premier pic, j'ai le deuxième ici, deuxième maximum ici. Donc, j'ai ma valeur de TP, T3 moins T1, donc 0,627 moins 0,213. Donc, j'ai TP, et je peux en déduire la pulsation propre en injectant, puisque je connais TP et le facteur d'amortissement. Et donc, j'ai ma fonction de transfert. Alors, sur cette méthode d'identification, qui est une méthode d'identification d'un second ordre pur, quand je confronte le modèle à la réponse du process, je m'aperçois que je suis quasi identique. Alors, maintenant, il y a d'autres méthodes sur des systèmes qui ne sont pas du premier ordre ou du deuxième ordre. Donc, ces méthodes de Broida, Ziegler-Nichols, on va voir Stretch. Donc, la méthode de Broida, elle est simple, ça consiste à assimiler le procédé et réguler un système du premier ordre avec un retard. Donc ici, vous voyez, vous avez donc votre retard, le L pour late, hein. Donc retard, donc deux temps caractéristiques, T1 qui va déterminer, qui sera déterminé à 28% de la valeur finale, T2 40%, et donc ensuite on appliquera la formule de Broida qui est T égale 5,5 T2 moins T1, qu'on retrouve ici, et le L qu'on retrouve là, on fera 2,8 T1 moins 1,8 T2. Et le gain, lui, il ne change pas. Alors, remarque, cette formule est applicable tant que le rapport L sur T est inférieur à 0,25. Donc ici, j'ai mon process. Voilà, hein, je vois la réponse de mon process en échelon. Mon échelon est en bleu. Mon process répond de cette façon. Donc à ce process, je vais appliquer la méthode de Broida. Donc je me mets à 28% de mon delta, donc j'ai T1. À 40%, j'ai T2. Voilà la valeur, la variation de delta. Donc si on regarde ici, on voit que T1 à 28% c'est 31 secondes et T2 c'est 35 secondes. Donc je peux en déduire facilement T1, L et T. Donc le gain K, bon, c'est toujours pareil, variation de la sortie sur variation de l'entrée, donc 0,8 que divise 1, 0,8. Donc T se calcule, puisqu'on connaît T1 et T2, donc 5,5 que multiplie entre parenthèses 35 moins 31. Et L, c'est 2,8 fois T1, 31 secondes, moins 1,8 fois T2, ça fait 23,8. Donc ici, j'ai la réponse de mon process avec le modèle de Broida. Donc ça, c'est pas suffisant. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est voir comment le modèle de Broida reproduit le process. Vous voyez qu'ici, sur la partie transitoire, le modèle de Broida ne reproduit pas correctement mon process. Donc on retrouve le fameux retard, donc l'exponentielle, moins S de L, et on voit qu'on finit, on reproduit après exactement le régime permanent. Mais je ne suis pas très précis à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on préfère d'autres modèles au modèle de Broida. Donc, entre autres, le modèle de Stretch sans temps mort. Donc le modèle de Stretch sans temps mort s'appuie sur la fonction de transfert suivante, K, que divise 1 plus ST exposant N. Donc pour ce faire, on va déterminer à partir du point d'inflexion les temps TA et TU. Alors je rappelle que le point d'inflexion, c'est lorsque la courbe s'inverse. On va tracer donc la tangente. Et on aura donc les fameux TA et TU. Donc on calculera le rapport, ça va nous donner l'ordre N. Et on aura un tableau. Et on va voir que si, selon la valeur de N, eh bien, on prendra la valeur de la ligne immédiatement précédente. D'accord? Alors voilà, je rappelle le système ici. Donc la construction graphique. Voilà ici ma courbe, elle monte comme ça. Et vous voyez qu'elle s'inverse. Donc le point d'inflexion est ici. Je peux donc tracer ma tangente qui me détermine TU. Et pour avoir TA,
voyez qu'ici, il faut que par rapport à la valeur finale, je fasse donc un tracé par rapport à l'horizontale, et donc GTA. GTU, GTA, G delta, donc j'aurai le gain, j'ai tout. Donc voilà le fameux tableau de Stresch. Donc on va maintenant se focaliser un petit peu sur notre exemple. Donc on voit qu'ici, on est à 20 et quelques TU, donc 22 secondes, et TA 28,3. Vous voyez que c'est une construction graphique, donc il faut être quand même assez précis. Donc vous calculez le rapport TU sur TA, qui est de 0,78. Donc si je viens ici, vous voyez que lorsque donc ça voudra dire à ce niveau-là que je serai à ce niveau. Donc je prends la valeur, c'est n égale 2 ici. Donc j'en déduis TA sur T à partir de mon tableau. Vous voyez, TA sur T vaut 7,59. Et si j'ai TA sur T, je peux en déduire T qui est 3,72. Donc j'ai mon modèle de Stresch. Alors regardons à présent comment répond Stresch. Vous voyez que le modèle de Stresch ici reproduit de façon plus fine mon process. Je serai beaucoup plus précis sur le régime transitoire. Hein, j'ai une réponse qui est quand même pas mal du tout. Alors si on compare, on voit ici nettement l'avantage de Stresch, d'accord? Ici en rouge, le modèle qui est ici, dont on a eu les points par un essai en faisant une mesure via une centrale par exemple, d'acquisition, et là le modèle de Broida. Alors il existe d'autres méthodes d'identification, dont la méthode Stresch avec temps mort. Donc c'est simple, on a maintenant au niveau du numérateur une exponentielle avec un retard qui apparaît. Donc on va travailler toujours sur des temps caractéristiques TA et TU, basés sur le point d'inflexion et sur le tracé de la tangente. Donc ensuite on va en déterminer l'ordre n, et on verra en fonction comment on fait pour déterminer cet ordre n. Donc on va prendre l'exemple, ici donc le tableau de Stresch, voilà, qui est le suivant. Vous voyez qu'il y a beaucoup moins de lignes. Donc j'ai fait un essai ici, où je retrouve en bleu mon process, que j'appelle cette fois-ci XT, la réponse est l'échelon WT, qui est unitaire, pardon. Donc je forme tout d'abord le rapport, je regarde sur le tableau, et du tableau, après j'en déduis TA sur T, voilà, et je calcule le retard pur, L, par cette formule. Donc on va voir tout ceci au travers d'un exemple. Donc je reprends cet exemple. Vous voyez qu'ici, j'ai mon process, je vais calculer mon gain, donc valeur finale moins valeur initiale, donc 1,93 moins 0, qui divise 1, puisque j'ai un échelon unitaire. Donc j'ai le gain de mon système qui vaut 1,93. Ensuite, je vois que TU ici est égal à 0,46 et TA est égal à 2,99. Donc je calcule le rapport TU sur TA, qui sera mon rapport TU sur TA de mesure, qui sera donc égal à 0,154. Donc quand je regarde sur mon tableau, 0,150 c'est en par là, donc je prends la valeur de la ligne immédiatement inférieure. Donc je vois que TU sur TA tableau, ce sera égal à 0,105, donc je pourrais déduire l'ordre de mon modèle, qui sera donc ici de 2. Ensuite, je vais sur TA T de mon tableau, donc qui vaut pour n égale 2, 2,72, et j'en déduis la valeur de la constante de temps T. Et après, je peux faire le calcul, très facile, de L en faisant TU sur TA mesure, donc 0,154, moins TU sur TA tableau pour n égale 2, c'est 0,105. Je multiplie par la valeur de TA que j'ai trouvée lors de l'identification, qui vaut 2,99, et donc j'ai maintenant ma valeur de mon retard. Donc voilà la fonction de transfert ici déterminée par cette méthode. Voyons une autre méthode, la méthode Stresch-Davus avec temps mort, qui est aussi basée sur le point d'inflexion, sauf que cette fois-ci, on va distinguer un petit temps qui est le temps naturel, juste au moment où, vous voyez, je commence à monter. Donc là, j'ai ma tangente, tac, donc j'ai T-nat, TU, TA. Donc, alors je vais changer un petit peu de notation pour vous familiariser avec des notations qu'on peut retrouver. Je détermine graphiquement le temps mort T-nat, TA, TU, d'accord. Et j'arrondis en fonction de la partie entière de n. On refait un tracé là sur un monogramme
en conservant la valeur de TA qui égale TO'. Donc on va faire la construction, vous allez mieux comprendre. Voilà, j'ai mon système ici. Donc sur l'essai indiciel, je mesure Tnat 7,8 secondes, TU 4,4, TA qui vaut 25,5. Alors, je vais voir que sur le nomogramme, on va avoir n égale v égale 2,6 et taux égale 7,5. On va ajuster à la valeur entière de n qui sera 2. Et graphiquement, on va trouver une valeur différente de taux prime qui sera de 9,3 secondes qu'on retrouve ici. Donc, et ainsi que TU. Et après, on va calculer le fameux temps, le retard T, là, qui sera égal à 9,5 secondes. Donc, comment on construit? Je calcule mon rapport TU sur TA, qui vaut 0,173. Vous voyez, je suis ici, TU sur TA, donc je positionne à peu près à ce niveau-là mon point. Je sais que TA vaut 25,5 secondes, que j'ai identifié. Donc, je trace ici, entre le rapport TU sur TA jusqu'à TA. Donc, je vois qu'ici, sur la ligne de n, je suis à 2,6, n égale 2,6. Moi, j'ai dit que je devais arrondir à la valeur inférieure, entière, donc c'est n égale 2. Voilà. Donc, là, c'était taux qu'on avait mis. Donc, n égale 2 ici, n' égale 2. Hop, n' égale 2. Et j'aurai la valeur ici de taux prime qui va s'afficher. Donc, j'ai déterminé les éléments manquants de ma fonction de transfert. Voilà comment, avec ce monogramme, comment on peut identifier la fonction de transfert avec un temps mort, et ça s'appelle la méthode Stresch-Davous. On peut être confronté à des procédés qui sont des intégrateurs purs. Hein. Je pense par exemple à une cuve, système adiabatique, hein, avec une cuve par exemple à double pot, où j'aurais plutôt un système intégrateur. Donc un système intégrateur, vous voyez, le système il monte, il monte, il monte, on ne va pas attendre à l'infini, c'est basé sur la pente. Donc ça a été développé par John Ziegler et Nathaniel Nichols dans les années 40, hein, 42 je crois. Donc c'est basé sur tout simplement la réponse indicielle, hein, comme précédemment. Et donc on va faire à nouveau une méthode graphique. Donc on va appliquer un échelon, en boucle ouverte évidemment. On va regarder les paramètres L et A. Vous voyez ici, donc je vais tracer. L sera défini, la valeur de L sera définie lorsque je vais couper l'axe des temps au niveau de la tangente. Et la valeur de A sera définie, pardon, j'ai un problème de souris, lorsque je vais couper l'axe des Y, donc l'horizontale. Ici, ça donnera la valeur de A. Donc ma fonction de transfert, ce sera de la forme A sur SL exponentielle moins S de L. Et je vois bien qu'ici, c'est bien un intégrateur, puisque j'ai S qui est un facteur au niveau du dénominateur. Donc là, j'ai repris la notation des anglo-saxons avec le retard noté late. Alors, il existe une autre méthode, c'est la méthode Stresch-Davous sans temps mort. Alors, cette méthode, ça nécessite d'être assez précis. Donc, en rouge, c'est la réponse. En rouge, c'est les constructions qu'on va faire, et en bleu, c'est la réponse de mon process. Donc, la méthode de Stresch-Davous sans temps mort, vous voyez que vous avez donc un intégrateur, évidemment, puisque c'est pour les intégrateurs, et vous avez ici un ordre n. Il n'y a pas d'exponentiel puisqu'il n'y a pas de retard, il n'y a pas de temps mort. Donc, on va tracer, l'idée c'est simple, on va tracer l'asymptote qu'on appellera D1 à la courbe de mon process. Donc, on aura le point A, et ensuite, on fera sa parallèle qui va passer par l'origine, et ce qui nous donnera ensuite les valeurs A', A. Et on verra que tous ces segments, on va pouvoir les utiliser. Donc après, on aura le segment AC et le segment donc, A', j'ai dit. Donc le rapport AB sur AC, ça va permettre de déterminer dans le tableau de Stresch-Davous l'ordre n. Si n est entier, on va pouvoir calculer la constante de temps. Donc A' sur A que divise n. Ça considère que le temps L est nul. Si ce n'est pas le cas, on va déterminer un nouveau rapport AB sur AC qui va correspondre à la partie entière de n. On va déplacer la courbe des deux et on aura donc comme ça le temps mort qui va correspondre à la translation qu'on a effectuée de D2. Si on le translate vers là, vous voyez que j'aurai mon temps mort. Si j'ai un temps mort. Et je vais pouvoir calculer ensuite T à partir de A', puisque je connais L, je connais N et je connais T. Le tableau de Stresch-Davous pour les intégrateurs, les systèmes intégrateurs est assez simple, hein, vous voyez. Donc c'est basé sur le rapport des deux segments AB sur AC. Donc on revient sur notre système. On va calculer la pente de notre procédé. Donc on va faire AC.
sur A'. Donc ça, pardon, c'est le coefficient directeur. Donc de notre cours, on va calculer le gain, donc ce sera C sur delta U. Ensuite, on va relever les points A, B, C, donc on va calculer AB, AC, donc AB, AC, alors AB, pardon, AC. Donc on aura ici le rapport qui vaut 0,235. On va reporter cette valeur sur ce tableau de Streltsavus, hein, voilà. Donc on voit ici notre tableau. Donc 0,235, d'accord. On revient en arrière. 0,235. Hop, vous voyez qu'ici, je suis à n égale 2. N égale 3, pardon. Donc si n est entier, le temps mort L est nul. Donc là, moi c'est le cas. Donc je calcule ma constante de temps. T sera égal à A' sur n, donc 6, 9 qui 10, 3, ça fait 2,3. Et donc j'ai ma fonction de transfert ici. Vous voyez, avec mon gain K, ma constante de temps T et l'ordre de mon système. Je vous remercie pour votre attention et donc vous pouvez me retrouver sur la chaîne YouTube de l'UT de l'Indre ou en cours en budget de Z ou au sein de Polytech Orléans. Merci.